Bonsoir à vous tous. Bon, dans 32 jours, précisément, la TGC entre en vigueur au taux définitif partout en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2016, la CCI met tout en œuvre pour accompagner le plus efficacement possible les entrepreneurs vers cette réforme fiscale majeure. Au total, plus que 6 000 entreprises ont déjà bénéficié de notre soutien. Et jusqu'à fin septembre, nous proposons notamment des ateliers gratuits sur la TGC. En 2 heures, ils abordent concrètement des modalités de remboursement des taxes sur les stocks ainsi que le mode de recalcul des nouveaux prix. Je sais que j'ai déjà évoqué ces points lors du rendez-vous de l'économie sur les taxes d'importation le 2 août dernier. Mais je tiens à nouveau à attirer votre attention sur l'importance et la nécessité de faire de cette réforme une réussite. La TGC devrait en effet permettre d'apporter une stabilité de l'assiette, une transparence dans la formation des prix et une meilleure compétitivité pour les entreprises. Et je voudrais aussi vous saluer tous, l'ensemble des entrepreneurs calédoniens, qui, malgré toutes les problématiques techniques qu'on a vues, se sont montrés d'un civisme fiscal exemplaire ces 15 derniers mois. Grâce à eux, l'objectif de la recette fiscale escomptée a été pleinement atteint. Ils ont ainsi démontré leur volonté de s'inscrire constructivement dans ce nouveau cadre réglementaire. Le passage de la TGC au taux définitif, qui n'aurait dû être que la transformation du travail accompli, subit quand même aujourd'hui les effets collatéraux du projet de la loi sur la réglementation des prix, qui, sous couvert d'une maîtrise du risque inflationniste, est attentatoire à la liberté d'entreprendre et met en danger la création, voire le simple maintien des emplois d'une grande partie des entreprises des secteurs de commerce et de l'industrie. Conscient de ce risque, qui pourrait gravement impacter toute l'économie calédonienne, le MEDEF et l'intersyndicale Vichère ont co-signé un protocole d'accord très important qui propose une alternative au texte actuel sur la réglementation des prix. La CCI s'est mobilisée aux côtés des professionnels pour que cette réforme fiscale puisse se mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles, aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises. Elle soutient les dispositions de transition négociées par les partenaires sociaux et affirme qu'il est primordial que cet accord soit étendu pour permettre à la réforme de la TGC d'être déployée en préservant l'équilibre entre pouvoir d'achat et suivi des entreprises. Nous sommes conscients aussi que cette réforme va impacter les équilibres actuels entre les différents secteurs. Afin de prendre en compte la production locale, aujourd'hui protégée par la TGI, il nous paraît nécessaire d'adopter des mesures de soutien transitoires qui permettront d'amortir ces changements d'équilibre et de préserver ce secteur indispensable au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi de sa présence M. Lionel Beauvalet, chargé de mission pour la mise en place de la TGC à la direction des services fiscaux du gouvernement, qui va à présent aborder avec vous les dernières étapes pour être prêt le 1er octobre. Il animera également le rendez-vous de l'économie du 4 septembre dédié à la TGC appliquée au sujet et du secteur de l'immobilier. Je vous souhaite une bonne et instructive soirée et n'oubliez pas que si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire après la présentation de M. Beauvalet. Merci, Lionel. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Donc nous sommes à J-32, comme ça vient d'être rappelé. Donc il est question maintenant de finaliser cette réforme et d'être en mesure de l'appliquer pleinement au 1er octobre. On va voir les ajustements qu'on a réalisés au cours des dernières semaines et précisément on va revenir sur les textes qui ont été adoptés mercredi dernier au Congrès. Vous l'avez vraisemblablement suivi. Certaines de ces dispositions ont déclenché des réactions qui peuvent être un peu vives. Et donc, je vous propose de revenir ce soir sur certains points en particulier. Et puis, j'imagine que vous aurez des questions sur ces points. Et je serai ravi d'y répondre lorsque ce sera possible.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, quelques mots d'introduction. Et je crois qu'il n'est pas inutile de revenir sur ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois, puisque en définitive, on est là aujourd'hui à 30 jours d'une échéance qui est l'étape ultime en fait, d'un processus qui a commencé il y a déjà fort longtemps, puisqu'il y a 3 ans qu'on travaille à ce projet. Et puis, il y a bientôt 18 mois qu'on est dans une phase de test. Cette phase de test, en fait, la marche à blanc, vous l'aurez reconnu, est essentielle pour savoir la manière dont on va finaliser cette réforme. Donc je vous propose de revenir assez rapidement, mais c'est utile et c'est intéressant à la fois parce que c'est un satisfecit dont il s'agit. Donc j'espère que les étapes d'après seront couronnées d'autant de succès que cette marche à blanc, parce que cette marche à blanc, elle a permis de mettre en lumière certains aspects. Le premier d'entre eux, c'est que les entreprises ont parfaitement joué le jeu. J'en veux pour preuve que sur une population de 6300 redevables, on a 98% de civisme fiscal pour les redevables au régime mensuel qui, il faut le rappeler, représentent à peu près à eux seuls 80% du rendement de la taxe. Donc on est là sur déjà des bases très solides de civisme qui nous permettent d'anticiper l'avenir avec un certain optimisme. C'est un peu moins élevé pour le régime trimestriel, mais on a là affaire à des entreprises qui, par définition, sont un peu moins structurées, n'ont peut-être pas les mêmes ressources pour gérer l'impôt que les entreprises qui relèvent du régime mensuel, dont je rappelle qu'elles sont celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs par an. Donc ce bon civisme fiscal a permis, et c'est heureux, d'avoir des rendements budgétaires qui sont conformes à ce qu'on avait anticipé avec le modèle RIFIFI dans la phase préparatoire de la réforme. On a là les chiffres exacts de projection que je vais vous décliner. Pendant la marche à blanc, c'est à peu près de l'ordre de 700 millions de francs par trimestre qui a été collecté, qui va au profit de l'ARTI. Vous savez, cet argent sera utilisé pour rembourser les taxes à l'importation. On va y revenir. Donc si on fait des projections de rendement en faisant vraiment une règle de 3 et en appliquant les taux projetés sur les bases nettes définies par taux au cours d'un marche à blanc, on accède au résultat suivant. Donc on voit qu'il y a une petite variation d'activité qui est assez normale, hein, puisque le dernier trimestre de l'année, qui est traditionnellement un trimestre assez bon pour les affaires, donne un rendement projeté de l'ordre de 13,6 milliards, là où le deuxième et troisième trimestre 2017 avaient donné un rendement un peu inférieur à 13 milliards. Et on voit également, chose assez normale aussi, que le premier trimestre 2018, qui est celui qui suit cette gabegie de fin d'année, d'une certaine façon, a des niveaux de rendement un peu plus modestes, de l'ordre de 11,7 milliards. Mais, et je peux vous assurer que ça n'a pas été fait exprès, le total de toutes ces sommes accède pile poil à 51 milliards, qui était l'objectif de rendement qu'on s'était assigné. Donc on est là sur un exercice qui témoigne d'une bonne captation de la base de la matière imposable et d'une correcte déclaration de celle-ci par les redevables. Alors évidemment, on entend toujours des esprits un peu chagrins qui disent qu'ils n'ont pas déclaré ou qu'ils ont déclaré n'importe quoi, etc. Mais moi je pense, comme je suis d'un naturel optimiste, que ces chiffres-là traduisent en vérité une bonne appréhension des mécanismes de la taxe par les entreprises. Et je pense que le travail qui a été fourni dans cette maison n'y est pas étranger non plus, de même que celui qui a pu être fourni au sein des services fiscaux qui sont largement représentés. Donc attention à vous, vous êtes sous surveillance dans cette salle. Donc je pense que la combinaison de tous ces efforts a effectivement produit des effets assez exceptionnels. Si on regarde le peu d'enthousiasme dont avaient pu faire preuve certains au moment de bâtir cette réforme, je crois que là, il faut s'en féliciter de manière globale et voilà. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Cette marche à blanc, donc on en a tiré donc un certain plaisir, on va dire, mais on a également tiré d'autres enseignements de cette marche à blanc. La première, c'est que on pouvait maintenir la structure de taux. Vous savez que la structure de taux, 4 taux, ça a fait l'objet de débats. En fait, 4 taux, c'est effectivement beaucoup pour une taxe de type TVA. On a plutôt tendance à penser que l'optimal fiscal en matière de taxes indirectes, c'est plutôt un taux unique sur une assiette large. Bon, là, on est quand même assez loin de cet objectif-là, mais on sait que le point de départ de notre fiscalité indirecte, avec ces 700 000 combinaisons de taxation possibles à l'importation, commandait une certaine sophistication pour arriver à maintenir à peu près les équilibres qui étaient ceux qu'on connaissait avant la réforme.
Donc on a la possibilité de maintenir cette structure de taux. On a également la possibilité, puisque la marche nous a permis de mesurer ces éléments-là, la possibilité de jouer sur ces taux, sur leur périmètre d'application respective, alors à condition de ne pas renverser la table et de bouleverser complètement l'équilibre de cette répartition. Mais on peut, et on le verra quand on parlera des évolutions qui sont prévues en matière de taux, on peut identifier clairement le basculement d'un bloc d'opération d'un taux à un autre, et en tirer des enseignements budgétaires et voir dans quelle mesure on peut faire bouger les lignes pour assurer le rendement budgétaire au même niveau que celui qu'on a constaté dans les projections de fin de marche à blanc. Autre élément essentiel, très essentiel même, c'est que ces 18 mois de tests nous ont permis de constater certains dysfonctionnements, certaines insuffisances, certains oublis même parfois. Et le bilan qu'on a pu tirer avec les questions qui nous ont été posées pendant ces 18 mois, c'est l'occasion pour nous de modifier le dispositif de la TGC. Et on verra qu'une des lois qui a été adoptée mercredi dernier y contribue. Il y a des modifications assez substantielles, même si elles ne sont pas éminemment structurantes pour l'impôt, mais on verra qu'il y a quand même des modifications un peu de fond. Alors ça va être un inventaire un peu à la Prévert, hein, je suis désolé, mais ça se prête mal à la classification. Donc ça sera un moment peut-être un peu pénible à supporter, je vous avertis dès à présent. Et il y a un dernier enseignement qu'on a tiré de cette marche à blanc qui, là, pour le coup, ressemble à un piège, d'une certaine façon. Vous allez comprendre ce dont je veux parler, c'est que les entreprises ont déclaré de manière sincère, manifestement, leur chiffre d'affaires. Et ça nous a donné, à l'administration fiscale, des bases de données assez stratégiques, d'une certaine manière, pour assurer que ce niveau de déclaration se maintiendra dans le temps. Si, par exemple, la mise en place des taux pleins de TGC dissuadait certains de continuer à déclarer leur chiffre d'affaires à la TGC, on aurait rapidement des éléments de comparaison qui nous permettraient d'aller voir ce qui se passe et de s'inquiéter d'une baisse drastique de chiffre d'affaires ou d'une absence de déclaration. Et donc, d'une certaine manière, les entreprises ont très largement participé, mais elles ont aussi, si on veut être un peu cynique, participé à nous donner des informations qui vont nous permettre par la suite de vérifier que ce niveau de civisme fiscal et ce niveau de déclaration va continuer, mais il n'y a pas de raison d'en douter, puisque je pense qu'il y a un bon taux d'adhésion et que la marche à blanc en témoigne. Mais voilà, il faut savoir que ces éléments sont intéressants du point de vue de l'administration fiscale à exploiter pour les mois et les années à venir. Donc ceci étant dit, j'en viens maintenant à ce qui a été adopté mercredi dernier. Donc ça a été une longue journée puisqu'il y avait de nombreux textes. Le premier des textes qui a été adopté, enfin c'est pas par ordre d'examen par le Congrès, mais je le prends par ordre de présentation ici, puisque c'est en lien avec la présentation qui a été faite au début de ce mois. La loi sur le remboursement des taxes à l'importation, qui a été déclinée ici même le 2 août, a donc été formellement adoptée par le Congrès, sous réserve de quelques aménagements sur lesquels je vais revenir. Je vais également revenir un peu plus tard sur les évolutions qu'on a depuis début août. On a avancé sur ces sujets et j'ai quelques précisions à vous apporter sur ces points. On a adopté également, enfin le Congrès a adopté la loi sur les aménagements de la TGC, sur lesquels je vais revenir en détail avec cet inventaire à la Prévert. Il y a également, la présidente en parlait dans son propos introductif, la loi de réglementation des prix. C'est moins le domaine dans lequel je suis expert et donc je ne vais pas l'aborder de manière spontanée, mais si vous avez des questions après, comme j'en connais l'économie générale, je répondrai à celles d'entre elles pour lesquelles j'aurai la réponse. Et puis, on a adopté aussi la clé de voûte du dispositif, d'une certaine façon, puisque c'était le texte manquant pour assurer la mise en œuvre de la TGC définitive. Au moment de la suppression des taxes à l'importation, c'est la fixation des taux pleins. Puisqu'évidemment, faute de ce texte, on aurait été bien en peine de supprimer les taxes à l'importation, puisque la TGC a taux marginaux. On connaît désormais le rendement, mais il est assez loin de celui des taxes à l'importation. Une fois qu'on a adopté ces textes, il en reste encore. On est en train de les rédiger. Le premier d'entre eux, en matière de TGC pure, je me limite à ce périmètre-là. On a une délibération pour délimiter le périmètre des exonérations à l'importation qui va être examiné en séance publique le 7 septembre et qui fera l'objet d'un arrêté dans la foulée. Cet arrêté, il va prévoir notamment la liste des matériaux médicaux par nature qui vont être exonérés à l'importation, mais également tout un tas d'autres listes de biens qui vont être recensés comme ça dans cet arrêté. On a également l'arrêté très important qui fixe le périmètre respectif de chacun des taux de TGC, qui va être là pour le coup, qui est finalisé et qui devrait être
normalement adopté par le gouvernement dans sa prochaine séance, c'est-à-dire le mardi prochain, le 4 septembre. On va revenir, ça sera la conclusion, sur les aménagements qui ont été opérés et qui, vous verrez, au final, sont assez limités. Hein. On a respecté vraiment l'équilibre général de la marche à blanc dans les évolutions qu'on a réalisées. Il y a également en préparation un arrêté d'application sur la loi de pays pour le remboursement des taxes à l'importation. Je vais vous donner l'état, on va décliner ce qui est fait. Il y aura notamment les taux forfaitaires de second rang. Et puis, on a un arrêté qui viendra préciser les modalités d'exonération dans le cadre des privilèges et immunités dont bénéficie la communauté du Pacifique et les consulats représentés sur le territoire. Donc voilà, 3 parties. Donc l'état des lieux sur le remboursement des taxes à l'importation, c'est par là que je vais commencer. Puis cet inventaire à l'après-vert et, pour finir, les évolutions en matière de taux. Donc dans le prolongement de la précédente soirée ici, le remboursement des taxes à l'importation, donc le texte a été désormais adopté. Il a été adopté avec des modifications qui tiennent à la date à laquelle il a été examiné. Je vous rappelle qu'on avait notamment prévu que l'option pour le régime forfaitaire devait être faite le 15 août. On est aujourd'hui le 30 août et le texte n'est pas encore promulgué, donc on était face à un problème de date évident. Et donc, on a procédé à un décalage du calendrier qui, désormais, est celui-ci. Donc, l'option pour le régime forfaitaire pour les importateurs directs va être reportée au 15 septembre 2018. Alors, vous allez me dire, oui, mais si la loi est promulguée au mieux le 7 septembre, ça nous laissera à peine une semaine pour formuler cette option. Je vous répondrai que vous avez raison, mais que nous avons anticipé et que nous acceptons dès à présent les options qui pourraient être formulées par les importateurs directs. On va y revenir. La date limite de dépôt des demandes, elle a été décalée de 15 jours à la demande des professionnels, enfin des entreprises éligibles, qui pensaient qu'il était trop court, le délai de 4 semaines qui leur était laissé entre l'entrée en vigueur de la TGC à taux plein et la date qui était prévue initialement du 30 octobre pour faire sa demande. Alors il faut savoir que ce décalage-là comporte lui-même des conséquences sur d'autres échéances. La première d'entre elles, c'est la publication de l'arrêté qui va assurer la répartition entre le remboursement au comptant et le remboursement sous forme de crédit d'impôt, puisque nécessairement on va être tributaire du volume de droits à remboursement recensés dans les demandes de remboursement, et donc celui-ci n'étant connu que le 15 novembre, on décale d'autant de 15 jours le délai pour publier cet arrêté. Et puis, de fait, on aura un décalage également de la date limite à laquelle l'ARTI devra prendre sa décision de remboursement ou de rejet de la demande, puisque je vous rappelle que l'ARTI bénéficie d'un délai de 4 mois à l'issue desquels, faute de réponse de sa part, la demande est réputée acceptée. Et donc, sauf à ce qu'on ait interrompu ce délai de 4 mois par la mise en œuvre d'une instruction sur place, on aura effectivement une échéance au 15 mars 2019. Et comme le paiement doit intervenir, le mandatement à tout le moins doit intervenir dans le mois qui suit cette échéance, on peut compter sur un mandatement au plus tard le 15 avril, sachant que, comme ça a déjà été dit, mais je le répète parce que la question m'a été posée à plusieurs reprises, les paiements s'échelonneront entre le 15 décembre, date à laquelle on connaîtra la proportion de remboursement au comptant et où on pourra prendre les premières décisions de remboursement, et le 15 avril, qui est donc la date qui marque l'échéance du délai de 4 mois, plus 1 mois pour les paiements. Donc voilà le nouveau calendrier. Alors ce nouveau calendrier, nécessairement, vu ce que je vous indiquais, implique des adaptations. La première de ces adaptations, c'est qu'on ait l'obligation, d'une certaine manière, dès aujourd'hui, d'accepter les demandes d'options pour le régime forfaitaire de premier rang. Je vous rappelle, pour les importateurs directs, 2 modalités sont possibles. Une modalité réelle, c'est-à-dire que l'importateur détermine sur la base des documents d'importation le montant des taxes dont il peut demander le remboursement. Ça, c'est la méthode la plus proche de la réalité, mais qui peut être aussi un peu fastidieuse, et c'est la raison pour laquelle on a prévu une méthode forfaitaire. Cette méthode forfaitaire, elle va consister à donner un taux personnalisé qui va être déterminé en fonction des importations réalisées par la personne concernée pendant les 3 précédentes années. Et donc ce taux forfaitaire sera communiqué dès que la loi sera promulguée à ceux d'entre vous qui auront formulé une option. Donc cette option, donc elle est recevable dès à présent, alors même que la loi n'est pas votée, enfin n'est pas promulguée, pardon, puisqu'elle a été votée.
Donc la marche à suivre est d'adresser un courrier à l'ARTI, dont je n'ai pas mis l'adresse ici, mais vous pourrez la trouver. Alors je vous renvoie aussi à la page Facebook de l'ARTI NC. On communique comme on peut quand on est dans l'incertitude juridique. Il y a un courrier type de demande dont on peut s'inspirer pour faire sa demande. Et ce courrier comporte une spécificité, c'est qu'il comporte l'engagement de ne pas revenir en arrière sur la modalité réelle, puisque, je l'ai déjà évoqué, mais je le répète, l'option pour le régime forfaitaire est exclusive de la méthode réelle, puisque, en définitive, si on était en mesure de déterminer par la voie réelle ses droits à remboursement et qu'on pouvait avoir son taux forfaitaire pour comparer, nécessairement, on opterait pour la méthode la plus favorable. Et si la méthode la plus favorable, c'est le taux forfaitaire, ben, nécessairement, on aura surcompensé, puisqu'on aura remboursé plus que ce qu'il ne faut. Et donc, on exclut que cette retour en arrière soit possible. Comme j'indiquais, donc le taux forfaitaire sera communiqué dès la promulgation de la loi, laquelle est annoncée pour le 7 septembre, sauf à ce qu'il y ait une deuxième délibération. Mais sur ce projet, en tout cas, me semble-t-il, le risque est assez limité, mais c'est un droit qui appartient aux élus du Congrès, donc je me garderai bien de préempter leur décision. Je vous avais parlé, il y a au début du mois, des modalités de désarmement des taxes à l'importation, parce que vous savez que la loi sur la réglementation des prix, qui comporte par ailleurs des dispositions de manière plus générale, comporte également une disposition particulière pour les taxes à l'importation, sous forme d'obligation que les entreprises éligibles ont d'imputer dans leur prix de revient le montant des remboursements dont elles auront été bénéficiaires. Et donc, on avait vu que cette imputation peut se faire de manière assez précise lorsqu'on est sur la méthode réelle. Elle va pouvoir se faire également de manière assez précise lorsqu'on sera au deuxième rang et qu'on aura un taux forfaitaire de remboursement. Par contre, on avait identifié qu'il y avait une difficulté lorsque, au premier rang, on a opté pour la méthode forfaitaire. Et là, forcément, on va avoir un taux qui est un taux moyen et qui va donc écraser, en quelque sorte, les extrémités du spectre. Pour les entreprises qui ont un profil d'importateur avec des taux très diversifiés, la mise en place de ce taux moyen de manière uniformisée va conduire à des sous-compensations ou des surcompensations. Et donc, on a imaginé un dispositif qui permet de pondérer, en quelque sorte, l'allocation du montant du remboursement en fonction des taux de TGC. Donc, le calcul que je vais vous exposer là apparaît peut-être un peu complexe, mais sachez qu'on l'a mis sous forme de tableur Excel et qu'on communiquera ce tableur avec le taux forfaitaire. Et donc, il y aura à remplir dans ce tableur à la fois le montant du stock éligible. Ce stock éligible, il doit être déterminé en fonction de ce qui est prévu dans la loi. Il y a un document annexe qui va être également fourni avec la demande et qui permettra de le déterminer à partir des données de la comptabilité. Donc, on va ventiler ce stock par taux de TGC. Donc ça, normalement, ça ne pose pas de difficulté, puisque aujourd'hui, et depuis 18 mois, tous les biens importés sont soumis à la TGC en fonction d'un taux, et donc ce taux est connu. Donc cette ventilation ne pose pas de difficulté. Et puis, l'ARTI vous aura communiqué le taux moyen. À partir de ces données-là, on va opérer le calcul suivant, mais qui, encore une fois, se fait de manière masquée. C'est-à-dire qu'on va déterminer le montant de la taxe, de la TGC qui devrait être comprise dans ce stock. On va pondérer ce montant par taux par rapport au volume total de TGC compris dans le stock. Et là, on voit au cas particulier que au taux réduit, sur un stock de 20 millions, ça représente 5% seulement du montant du remboursement, enfin de la TGC, pardon, qui est dans le stock, 45% pour le taux normal et 49% pour le taux supérieur. Ce qui nous permet après d'appliquer au montant du remboursement ces proportions. Et donc, on va avoir des montants de remboursement en valeur absolue affectés à chacun des groupes de biens par taux de TGC. Donc là, au cas particulier, sur les biens éligibles au taux réduit de la TGC, on a à allouer 638 400 francs dans l'exemple que je prends. Et après, il suffit de ramener cette valeur, c'est la dernière étape du résultat, à la valeur du stock éligible et on obtient le taux de désarmement. Voilà, donc tout ça est un peu complexe, mais encore une fois, je vous l'indiquais, ça permet une meilleure allocation du montant du désarmement en fonction du profil de taxation effectif des biens à l'entrée sur le territoire, et ça sera certainement plus proche de la réalité que d'appliquer un taux de 12% de manière uniforme à l'ensemble de son stock, ce qui n'aurait pas de sens pour les biens soumis au taux réduit, qui n'en aurait pas davantage pour les biens soumis au taux supérieur. Donc une fois qu'on a dit ça, chose promise, chose due,
nous donnerons au moment de la communication du taux forfaitaire cet outil de calcul qui, à partir des éléments basiques dont que j'indiquais tout à l'heure, donc le montant du stock, la ventilation par taux de TGC et le montant du remboursement, fera tout seul le calcul pour vous donner le taux de désarmement à appliquer sur les biens et comme ça satisfaire à la condition posée par la loi sur la réglementation des prix sur les biens en stock au 30 septembre. Donc voilà, en gros, un point qui faisait encore question au début du mois et qui est désormais réglé de cette manière-là. Autre point qui suscite également des questions, c'est le taux de désarmement du deuxième rang et donc le taux de remboursement au deuxième rang. Donc ce taux, il est calculé, je rappelle, je l'avais évoqué la dernière fois, et j'avais d'ailleurs mis un tableau avec des chiffres erronés, je m'en excuse, mais ça a été corrigé depuis par la CCI. Merci Dao. Donc nous avons des taux de 5% pour les biens éligibles au taux réduit, 10,5% pour les biens éligibles au taux normal et 14% pour les biens éligibles au taux supérieur. Je vous fais grâce des modes de calcul, mais je rappelle que les valeurs CAF qui ont été prises en considération là sont les valeurs CAF de l'année qui s'est écoulée entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 par taux de TGC et qui permet justement de déterminer ces taux de remboursement forfaitaire au deuxième rang. Donc là, il n'y a pas de difficulté pour le désarmement. Hein. Le montant du remboursement est clairement déterminé par ce taux et le montant de la réduction du prix de revient est exactement la même. Autre précision qui sera apportée par l'arrêté qui devrait normalement être soumis au gouvernement le 11 septembre, donc pas la prochaine session, mais celle qui suit, pour la bonne et simple raison que la loi étant promulguée au mieux le 7 septembre, on ne peut pas anticiper davantage l'adoption de cet arrêté. Donc ce qui va être visé, mais je l'avais déjà évoqué, ce sont les entreprises en fonction de leur code NAF. Je sais que ça peut générer des difficultés pour des entreprises qui ne relèvent pas de ces codes NAF et qui malgré tout ont dans leur stock des biens qui ont été soumis aux taxes supprimées. C'est encore une fois quelque chose qui est assumé et qui résulte voilà, de la ligne de partage qui est tracée entre l'endroit où on estime que les risques inflationnistes sont les plus importants, mécaniques, et les autres endroits où on accepte et où on assume que, de manière transitoire, le temps de l'écoulement d'un stock, il puisse y avoir un effet léger de hausse de prix. Donc les codes NAF du commerce, également les codes de la transformation locale, auxquels j'ai adjoint un code spécifique, et je reviendrai sur la raison de cette adjonction un peu plus tard. Grande nouveauté, alors c'est peut-être pas la forme définitive de ce que constituera la demande, mais le défi en fait consistait à mettre sur un seul papier A4 l'ensemble des configurations possibles. Et donc là, vous avez normalement, avec ce document qui doit être difficilement lisible, la possibilité de liquider vos droits à remboursement sur une seule feuille. L'idée étant qu'on mette ça sous forme de feuille de calcul, encore une fois, et qu'il suffira de remplir les taux forfaitaires, les taux de dépréciation qui seront communiqués également par l'administration, et on aura le résultat. Et normalement, ça devrait se calculer tout seul. Évidemment, tout ceci n'interdit pas le contrôle et de votre part et de la nôtre, puisqu'évidemment, l'erreur de saisie est toujours possible. Voilà. Mais en tout état de cause, on a là, normalement, pour les importateurs de premier rang, c'est le premier pavé en haut, que les biens soient des biens qui vont être revendus en l'état ou des matières premières. On a là, normalement, la formule qui permet de liquider les droits à remboursement. Avec une petite spécificité qui est que la dépréciation des stocks s'opère sur le montant liquidé, sur la méthode réelle, et non pas sur la base de calcul comme dans la méthode forfaitaire en dessous. Voilà, et en dessous, donc, le montant du second rang. Et bien sûr, la chose est configurée de telle sorte qu'une entreprise qui est à la fois, et elles sont nombreuses, hein, qui est à la fois un producteur local qui a un stock de matières premières, des encours de production, des produits finis, mais qui également, pour compléter sa gamme, importe des biens en direct ou en vente d'autres qu'il a achetés en intermédiaire, eh bien, toutes les configurations lui permettent, normalement, en remplissant ce formulaire, de déterminer ses droits à remboursement. Donc voilà, ça sera annexé à l'arrêté, peut-être modifié à la marge, mais en tout cas, l'économie générale du formulaire sera celle-là.
Il n'est pas beau comme ça, mais en tout cas, j'espère qu'il sera efficace. Voici l'annexe qu'on demandera d'adjoindre à cette demande. C'est une annexe dont la vocation est de nous permettre d'assurer un contrôle de cohérence entre le montant du stock déclaré éligible et le montant du stock constaté au 30 septembre, puisque au 30 septembre, il y a des entreprises qui clôturent leurs exercices, mais il y a des entreprises qui sont encore en plein exercice, et donc il faudra établir de manière intermédiaire un état du stock. Ça aussi, c'est un document alors qu'on avait bâti avec, dans le groupe de travail avec l'aide des experts comptables. Il devra vraisemblablement être légèrement remanié, puisqu'il faudra exclure de ces calculs-là les biens qui sont exonérés de TGI et de TGC, qui, comme vous le savez maintenant, puisque vous n'êtes sans rien ignorer de ce dispositif, sont exclus du bénéfice du remboursement. Donc voilà, en gros, l'état d'avancement des travaux sur les remboursements. Sachant que l'idée pour nous, c'est d'être en mesure de communiquer dès la promulgation de la loi les taux forfaitaires de premier rang pour que les entreprises soient en mesure de recalculer au 1er octobre leur prix de revient avec la formule de la loi sur la réglementation des prix, c'est-à-dire recalculer ce prix de revient et ajouter la marge en valeur pour déterminer le nouveau prix hors taxe de vente. Donc voilà, ça va être un peu serré comme timing, on en a bien conscience, mais encore une fois, le décalage de l'examen du texte, et c'est fort légitime que le Congrès ait voulu examiner un paquet, d'une certaine manière, un paquet TGC, si on peut dire, puisque ces textes sont effectivement intimement liés les uns aux autres, se répondent les uns aux autres, et nécessairement, un examen combiné était de loin la chose la plus intelligente à faire. Il en a résulté un certain décalage dans le calendrier qu'on va rattraper par ces méthodes. Donc voilà sur ce premier point. J'en viens maintenant à l'inventaire que je vous ai promis, qui j'espère ne sera pas trop soporifique. Donc cette loi sur les aménagements de la TGC, comme je l'indiquais, elle tire les enseignements de la marche à blanc et de toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc elle répare des oublis, puisque le dispositif initial était loin d'être parfait, hein, même si il a fonctionné de manière à peu près cohérente, manifestement. Et puis, certaines dispositions qui existaient étaient néanmoins insuffisamment précises ou méritaient d'être modifiées. Alors, je ne vous cache pas que certaines dispositions qui n'ont pas été modifiées auraient mérité de l'aide de mon point de vue, mais après, voilà, on propose et d'autres disposent. Et voilà, je pense qu'à terme, il y a manifestement d'autres évolutions souhaitables du dispositif, mais en tout état de cause, celles qui ont été retenues sont listées ici. Comme j'indiquais, la loi sera promulguée au mieux le 7 septembre, à défaut un peu plus tard s'il y a une demande de deuxième délibération, ce qui peut arriver encore pour quelques jours. Cette loi comporte 3 types de mesures. Donc, elle comporte des aménagements de la TGC en tant que telle, mais elle comporte également des adaptations, notamment de la taxe sur les opérations financières, pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Et puis, elle prévoit également la manière dont on va solder la TSS, puisque, comme vous le savez, la TSS va être supprimée au 1er octobre. Et donc, on va être au 1er octobre en présence d'entreprises qui auront collecté la taxe pendant une période d'imposition plus ou moins longue, en fonction de leur situation au regard de l'impôt, et qui devront donc solder leurs obligations. Alors, on verra également qu'on a modifié un peu ce qui était prévu initialement par un amendement, puisque certaines d'entre eux nous ont fait valoir que ce qu'on avait prévu ne suffisait pas à répondre à toutes les interrogations. Donc, on verra de quelle manière on a procédé. Et il faut retenir également que cette loi du pays a fait l'objet de certains amendements en séance publique sur lesquels on va revenir. Et donc, le projet de texte n'est pas celui, enfin, le texte qui a été adopté n'est pas celui qui avait été initialement soumis au Conseil d'État à la mi-juillet. Donc voilà, rentrons dans l'inventaire. Donc on a, par ordre d'apparition à l'écran, des précisions apportées sur le champ d'application de la taxe. On a exclu 2 personnes supplémentaires, enfin 2 catégories de personnes supplémentaires du périmètre de l'assujettissement, des personnes publiques. Les syndicats mixtes, qui de notre point de vue devaient être couverts par la précédente version du texte. Il y a eu une polémique sur la nature juridique de ces établissements
la question s'est posée de savoir s'ils étaient ou non assujettis. Donc pour couper court à ce débat qui était de peu de portée, en tout cas en matière fiscale, on a inscrit en dur les syndicats mixtes dans le périmètre des opérateurs publics non assujettis, et donc les syndicats mixtes ne seront pas assujettis. Donc on vise là essentiellement les syndicats mixtes de transport du territoire, vous les aurez reconnus, dont le nom commence par SM. On a également pris une mesure ciblée sur le port autonome de la Nouvelle-Calédonie, pour laquelle la gestion de l'impôt s'est avérée trop complexe. Le port autonome a beaucoup de recettes non soumises à la taxe, peu de recettes qui avaient vocation à l'être, ce qui complexifiait de manière assez importante la gestion de l'impôt par l'établissement. De la même manière, on a pris soin de vérifier que ce désassujettissement ne nuisait pas à l'équilibre économique des grands travaux qui sont initiés par le port au cours des prochaines années. Et normalement, on est avec cette situation-là de désassujettissement, on est bon, on est à l'équilibre. En matière de champ d'application, on a également introduit une distinction qui est rituelle en matière de TVA, qu'on n'avait pas pris la peine d'introduire la première fois, mais qui est effectivement absolument nécessaire. Et donc, c'est cette distinction qu'on opère entre les intermédiaires opaques et les intermédiaires transparents, sachant que l'intermédiaire transparent est celui qui intervient au nom et pour le compte d'un mandant et qui est donc rémunéré sur sa seule rémunération, alors que l'intermédiaire opaque est celui qui intervient en son nom propre, mais pour le compte d'autrui. Et là, dans cette hypothèse-là, sa rémunération est basée sur la totalité de l'opération, puisqu'il est censé acheter et revendre directement et le bien ou le service dans la fourniture duquel il s'est intermédié. On a également demandé, ça correspondait à une demande, également introduit une mesure de dispense pour les transmissions d'universalité de patrimoine. Ça correspondait à une demande assez récurrente de la part des opérateurs locaux, qui est tout à fait légitime. Et donc, sur le modèle de ce qui existe par ailleurs, on a introduit une disposition de cette nature, ce qui permet de ne pas taxer en fait les transmissions d'entreprise, puisque quand on taxe une transmission d'entreprise, on taxe les cessions de droits incorporels, on taxe les stocks à un cessionnaire qui va poursuivre l'activité et qui, en définitive, va déduire cette taxe qui lui aura été facturée par le cédant. Et donc, pour éviter cette complexité liée à la fiscalité, à l'application de la fiscalité dans ce contexte, on a mis en place cette dispense de taxation qui permet d'éviter ces taxations, mais qui, par contre, lorsque le cessionnaire poursuit l'activité du cédant, permet de fluidifier la transmission d'entreprise et permet également de poursuivre, puisque ça sera la condition, poursuivre les régularisations de taxes qui pourraient être dues par le cédant. Si le cédant avait des immobilisations sur lesquelles le délai de régularisation n'était pas arrivé à son terme, eh bien le cessionnaire continuera à décompter le délai à partir du délai qui a été initié par le cédant. On a introduit également des mesures de territorialité. Donc, la première d'entre elles, on la doit au key-trader. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, puisque la question s'est posée de savoir quel était le régime fiscal des opérations de démantèlement de cette belle épave. Et à cette occasion, on s'est rendu compte que la précision sur le territoire fiscal ne comprenait pas les eaux territoriales, et donc c'est un oubli qui est désormais réparé. On a également introduit, pour plus de sécurité juridique, une définition de l'établissement stable, puisque l'établissement stable, c'est un critère important en matière de TGC pour déterminer le lieu de certaines prestations de services. On n'a pas fait œuvre innovante en la matière. On s'est contenté de reprendre la définition qui en est donnée ailleurs et qui est communément admise en matière de TVA. On a également, là c'est des modifications un peu plus substantielles, mis en œuvre des mesures de... Alors, on a modifié la territorialité sur les prestations de transport de passagers, en incluant dans le champ territorial de l'impôt tous les déplacements entre deux points du territoire. La précédente règle était ambiguë de ce point de vue-là, puisqu'elle prévoyait que les transports étaient taxés, étaient situés au prorata des distances parcourues. Or, il s'avère que entre certains points du territoire de la Nouvelle-Calédonie, on peut traverser les eaux internationales. Et de fait, sur la base de cette formulation malheureuse, on aurait pu se trouver confronté à des cas dans lesquels
certains auraient pu revendiquer l'absence de taxation pour la quote-part du trajet dans les zones internationales. Tout ça est très, très passionnant, n'est-ce pas? Et donc, on a modifié cette disposition de la même manière qu'on a introduit une nouvelle dérogation pour ce qu'on appelle les prestations d'expertise et travaux sur biens meubles corporels. Donc là, pour le dire autrement, un travail de réparation d'un navire qui serait réalisé sur le territoire serait situé sur le territoire. Lorsqu'il est au profit d'une personne assujettie, il n'y avait pas de dérogation. Ça voulait dire qu'il aurait été situé au lieu du preneur assujetti, ce qui ne traduit pas correctement le lieu de la consommation effective de ce service. Je vous avais prévenu, c'est passionnant. On a également réalisé des ajustements du périmètre des exonérations à l'importation, puisque vous savez que certaines importations sont sont exonérées de TGC, et c'est essentiellement celles qui étaient antérieurement exonérées de TGI. On vise là des populations d'opérateurs et d'importateurs publics pour l'essentiel, ou qui interviennent dans le domaine de la santé, et pour lesquels, effectivement, s'ils bénéficiaient d'une exonération de TGI et sont demain soumis à la TGC sans pouvoir la déduire, vont se trouver confrontés à une augmentation assez significative du coût de leurs importations. Et donc, on a rajouté à cette liste des opérateurs qui n'y figuraient pas initialement, à commencer par le Néobus, puisqu'à l'époque où on avait dressé cette liste, on n'avait pas de visibilité sur les modalités d'exploitation du Néobus. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a cette visibilité-là, et que c'est le syndicat mixte, déjà évoqué un peu plus haut, qui va réaliser l'importation de ces biens matériels nécessaires au Néobus, et qu'il est donc non assujetti, et qu'il y avait là donc matière à renchérissement substantiel du projet. Donc voilà, c'est un risque à ne pas courir pour ce projet stratégique. On a également élargi le périmètre des exonérations à certains matériels importés par les forces armées et la gendarmerie, qui bénéficient antérieurement effectivement d'exonération de TGI. Donc le périmètre ne sera pas exactement celui de la TGI. On a également créé des exonérations nouvelles. La première concerne les services de maintien à domicile. Ces services-là étaient antérieurement soumis au taux réduit, mais on s'est aperçu que sur les quelques opérateurs qui interviennent sur ce secteur-là, beaucoup d'entre eux avaient considéré qu'ils n'étaient pas soumis au taux réduit, mais qu'ils étaient exonérés. Et comme il s'agit de services qui sont financés en grande partie par la CAFAT, et que la taxation, même à taux réduit, pouvait induire une certaine augmentation, la décision a été prise de les exonérer de manière à justement éviter ce renchérissement pour la collectivité, pour des services qui là sont quand même des services très ciblés, qui s'inscrivent dans le cadre de l'aide sociale, l'aide sociale et médicale, me semble-t-il, je crois que c'est le terme. Et donc c'est vraiment sous condition d'agrément par un opérateur qui fait la preuve bénéficie d'un personnel qualifié, et c'est vraiment à destination de publics fragiles, comme les personnes handicapées, les personnes âgées. Et donc c'est quelque chose qui effectivement mérite qu'on ne renchérisse pas ce coût par la fiscalité. On a également, alors ça c'est quelque chose qui avait été oublié, oublié à moitié j'ai envie de dire, puisqu'il y a d'ores et déjà des dispositifs qui existent avec la délibération 62 CP pour exonérer certaines importations et certaines acquisitions des représentations consulaires et de la communauté du Pacifique, mais elles ne permettent pas de couvrir la totalité de ces dépenses. Or, il se trouve qu'on est là dans l'application de privilèges et immunités qui relèvent de conventions internationales, notamment pour la communauté du Pacifique, de ce qu'on appelle l'accord de siège, c'est-à-dire l'accord qui est passé entre la Nouvelle-Calédonie, qui accueille l'organisme international, et l'organisme international, qui prévoit une exonération des taxes et des dépenses importantes. Donc tout résidera dans ce qu'on entendra par la dépense importante, et un arrêté sur ce point devra prochainement être pris pour apporter ces précisions. Les choses se passent de la même manière pour les représentations consulaires du territoire, mais sous réserve là d'une réciprocité avec les représentations françaises dans ces États. On a également créé, et ça c'est quelque chose de nouveau et qui s'inscrit dans le cadre de la volonté du territoire de développer son potentiel touristique, on a créé une exonération pour les exportations touristiques. C'est quelque chose d'assez classique dans un schéma de TVA.
On a aujourd'hui des comptoirs de vente à l'exportation. On a tous vu les personnes qui sortent des bateaux se diriger en masse dans des boutiques pour faire le plein de victuailles et d'autres biens sans taxe. Eh bien, on va élargir ce périmètre-là au-delà de ces comptoirs de vente en exportation qui sont des régimes spécifiques avec des comptabilités matières et suivis par la douane. Donc, on va élargir ce périmètre-là. Alors, on ne sait pas encore selon quelle modalité. Il peut y avoir deux modalités. La première, c'est d'un remboursement sur place au moment du départ à l'aéroport, comme on le voit dans certains aéroports internationaux. On fait tamponner sa facture et on récupère, moyennant la rémunération d'un intermédiaire qui généralement est plutôt pas philanthrope, on récupère une partie de la taxe qu'on a acquittée sur le territoire au motif qu'on exporte les biens. Ou alors, on a la possibilité également, sous la forme de certificat, de donner la responsabilité du contrôle aux boutiques qui, là, seraient amenées à vendre sans taxe, mais à tenir des registres extrêmement détaillés et s'exposeraient au contrôle de l'administration. Mais on n'a pas encore choisi entre ces deux options. On renvoie à une délibération la possibilité, enfin le choix de déterminer les modalités. Je pense que ce n'est pas une urgence absolue aujourd'hui. Je pense que ça ne sera pas avant quelques mois, voire un peu plus, que cette délibération sera prise et que les services, puisque si on doit procéder à un remboursement, il y a une logistique importante à mettre en œuvre et on n'est pas aujourd'hui en état de le faire et donc vraisemblablement que ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, on a créé le fondement juridique et le cadre juridique dans lequel cette exonération pourra s'appliquer. Et puis, on a supprimé une exonération pour les opérations bancaires, et on reviendra dessus, cette suppression d'exonération étant en lien très étroit avec l'élargissement du périmètre de la taxe sur les opérations financières. Donc là, je vais un petit peu anticiper ce qui va se raconter ici même dans 5 jours déjà. Sur les opérations immobilières, il y a des modifications assez substantielles. Je reviendrai plus en détail sur celle-ci mardi soir. Et puis l'idée, ça sera, à partir de ces évolutions-là, de dresser un panorama global actualisé de la taxation des opérations immobilières, de la même manière qu'on l'avait fait ici même il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre à jour cette présentation pour qu'on ait une base de travail pour les opérations immobilières. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme évolution? La première évolution qu'on a faite, c'est la simplification des régimes transitoires. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a 3 régimes qui se superposent, une exonération, une taxation auto marginale et une taxation auto au plein. La taxation auto marginale est extraordinairement complexe à suivre pour les opérateurs du secteur. Et donc, le parti est pris de supprimer cette taxation auto marginale. Et donc, ça veut dire qu'il y aura désormais un régime binaire. Avant le 1er octobre 2018, pour l'obtention du permis de construire ou permis de lotir, il y aura une exonération, avec l'impossibilité de déduire la taxe, évidemment. Au-delà de cette date, il y aura une taxation au taux plein et avec la possibilité de déduire la taxe. Donc ça, on y reviendra en détail la semaine prochaine. On a également complété le dispositif en matière de logement social, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait des trous dans la raquette, là, pour le coup. Notamment des configurations dans lesquelles le taux zéro, qui est l'outil utilisé en matière de TGC pour le logement social, a été élargi à certaines configurations dans lesquelles il n'y a pas d'agrément accordé par les pouvoirs publics, puisqu'il se trouve qu'il y a des cas dans lesquels le projet rentre bien dans la réglementation du logement social sans pour autant faire l'objet d'une mutation de terrain en amont avec un agrément du gouvernement. Et puis on a également prévu la déchéance du régime, puisque parfois il nous arrive aussi d'oublier d'être répressif. Et donc là, lorsque les conditions de l'attribution de ce taux zéro ne sont plus réunies, on aura, de la même manière que ça existe aujourd'hui avec la TSS, la possibilité de récupérer la taxe qui n'aurait pas été payée, puisque les conditions de l'exonération ne sont plus réunies. On a également procédé à un ajustement du régime des marchands de biens en supprimant l'exonération et l'option de fait des immeubles achetés pour être revendus lorsqu'ils sont achevés depuis plus de 3 ans. Et donc, on a désormais une taxation de plein droit sur la marge des achats et reventes de biens immobiliers, à l'exception des terrains à bâtir. C'est le deuxième point. Ce qui permet de simplifier le choix des opérateurs, puisque on peut très bien, on achète le bien pour le revendre, ne pas savoir à qui on va le revendre et ne pas savoir si on a intérêt ou pas à formuler une option. Et donc, être en risque par rapport au droit à déduction qu'on peut opérer
sur des travaux, par exemple, de rénovation d'un immeuble qu'on pourrait initier pour revendre l'immeuble dans un meilleur état que celui où on l'a acheté, ce qui est généralement l'économie de cette activité. On a également supprimé l'exonération et l'option pour les locations, pardon, pas de logement, je dis des bêtises, pour les locations d'immeubles à usage professionnel, puisqu'il est remonté que la gestion de ces options était difficile dans un portefeuille immobilier dans lequel il y a des biens qui vont être soumis à la taxe, d'autres qui ne vont pas l'être. Et puis également, lorsque on change de bail, on change de locataire, certains étant soumis à la taxe, d'autres ne l'étant pas, et souhaitant être à la TGC ou pas à la TGC. Donc c'est devenu extrêmement compliqué, et on a simplifié les choses d'une certaine manière, mais dans un sens d'une taxation systématique de ces opérations, puisque je rappelle que pour l'essentiel, on est en B2B et que le locataire est un preneur qui peut déduire la taxe. Il y a des cas dans lesquels ça ne sera pas le cas, je vous l'accorde, mais le fait est que la majeure partie des cas, c'est cette configuration-là. On a également procédé à quelques ajustements en matière de... Alors, c'est un peu plus que des ajustements, parce que là, pour le coup, on est en phase d'une évolution qui est assez structurante pour le suivi de l'activité des entreprises. Sur les modalités de taxation, on a modifié les règles d'exigibilité de la taxe. Vous savez qu'initialement, sur le modèle de ce qui se fait en France, on avait trouvé deux règles différentes entre les prestations de services soumises à une exigibilité à l'encaissement et les livraisons de biens soumises à une exigibilité au fait générateur. Or, les professionnels du chiffre nous ont alertés vivement sur la difficulté qu'il y avait à suivre ces opérations, puisque nécessairement ça implique de suivre les encaissements de manière différenciée. Et donc c'est extrêmement compliqué. Et puis on s'est rendu compte également d'une chose tout à fait dangereuse pour les finances du territoire, c'est que, vous savez également, il y a une corrélation entre le moment où le droit, l'exigibilité de la taxe intervient, le moment où le droit à déduction prend naissance. Et donc, le preneur d'un service qui n'aurait pas été acquitté est détenteur d'une facture et peut être tenté de déduire dès à présent des réceptions de la facture la taxe qui est mentionnée, alors même que le prestataire, lui, ne s'acquitterait de l'impôt à payer qu'au moment où il y aurait un paiement. Et donc, nécessairement, le décalage de trésorerie, là, pour le coup, est pour la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a d'un côté une taxe déduite qui n'est pas collectée sur la même période d'imposition. Et là où on ne pouvait pas prendre ce risque de poursuivre dans ce sens. Donc, cette simplification, puisque c'est vraiment une simplification, aura nécessairement un léger coût d'entrée pour les prestataires de services, puisque le temps de constituer une sorte de fonds de roulement, en quelque sorte, il y aura à faire sur un délai qui pourra être généralement assez court, puisque les prestataires de services sont quand même payés plutôt rapidement, à faire l'avance de la trésorerie pour le temps de la mise en route de l'évolution. Cette évolution-là implique une simplification également qui est la suppression de l'option pour les débits, puisque désormais, l'exigibilité étant alignée, quelle que soit la nature de l'opération, sur le fait générateur, cette option n'a plus d'intérêt, et donc elle est supprimée. Une petite précision également, mais qui est assez anecdotique au final, sur la composition de la base d'imposition, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je voulais l'évoquer. Vous savez que les impôts et taxes sont dans la base d'imposition de la TGC, c'est l'occasion de le rappeler, et que ces impôts et taxes qui sont dans la base d'imposition de la TGC sont, pour être plus précis par rapport aux termes qui étaient utilisés antérieurement, ceux qui sont en lien direct avec l'imposition, avec l'opération, et non pas l'imposition, autant pour moi. Il y a une erreur dans la présentation. Donc c'est bien au moment de l'opération, en lien direct avec l'opération. Donc en gros, pour le dire autrement, c'est quand on paye la taxe sur les produits pétroliers au moment d'acheter du carburant, eh bien elle est dans la base d'imposition du carburant, par exemple. On a également procédé à quelques adaptations en matière de droit à déduction. On a notamment adapté la liste des opérations ouvrant droit à déduction. Vous savez que cette liste, elle est composée des opérations qui sont soumises à la taxe, mais également des opérations qui sont ou destinées à l'exportation, qui sont taxées à taux zéro, ou pour des motifs d'exportation, ou alors parce qu'on a voulu décharger complètement de taxes les biens qui vont être consommés localement.
On a là deux cas nouveaux qui sont les exonérations appliquées à la CPS et aux représentations consulaires, puis aux exportations touristiques le jour où elles seront mises en œuvre, qui ont vocation à bénéficier d'un taux zéro. Et donc on a rajouté mais là c'est plus de l'adaptation que de la création. On a également, alors là pour le coup c'est quand même plus novateur, on a rajouté l'hypothèse de la régularisation positive, puisqu'on avait là pour le coup on avait eu une position un peu asymétrique. On a prévu le cas dans lequel la taxe doit être reversée, mais pas celui dans lequel la taxe peut être déduite en plus lorsqu'elle ne l'a pas été au moment de l'acquisition d'un bien qui vient à être affecté à des opérations en droit de déduction pendant le délai de régularisation. Et donc désormais cet oubli est réparé. Donc nous avons un système un peu plus équilibré. On a également mis en œuvre une dépense de régularisation lorsque les biens sont détruits de manière volontaire. On avait mis en œuvre une dépense de régularisation lorsque les biens disparaissaient par la faute d'un tiers ou par vol ou par destruction involontaire. Mais il se trouve que des hypothèses comme la mise au rebut de certains biens en stock n'ouvraient pas droit à une dispense de régularisation, ce qui n'est pas cohérent. Et donc on a réparé, là encore une fois, cette incohérence en ouvrant la possibilité de ne pas régulariser lorsqu'on est en présence d'une destruction volontaire justifiée. Voilà. En gros, on veut éviter que des vendeurs de biens alimentaires ne soient contraints par la fiscalité à laisser sur le marché des biens avariés ou ce genre de choses. Je plaisante, bien sûr. Nous avons également, en matière de droit à déduction, procédé à une évolution assez importante, qui est celle de la mensualisation des remboursements de crédits de TGC, puisque ce que la marche à blanc nous a permis d'identifier, c'est que nous avions un matelas assez large de redevables en situation structurelle de crédit. Ceci tient essentiellement à deux causes. La première d'entre elles, c'est qu'on a un régime d'achat en franchise pour la mine et que les opérateurs qui travaillent massivement avec ce secteur fournissent des biens et des services en franchise de taxes et sont habilités, de l'autre côté, à déduire la taxe qu'ils supportent en amont et, de fait, se retrouvent de manière structurelle en crédit de taxe. Et ce qui était vrai avec les taux marginaux le sera encore plus vrai avec les taux pleins, puisqu'on va être là, pour le coup, avec des enjeux autrement plus significatifs et un risque pour la trésorerie de ces opérateurs beaucoup plus important. Et donc, on a mis en place, on a en tout cas décidé de mensualiser les crédits de TGC, le remboursement. Je ne garantis pas que ce soit de la plus grande fluidité dans les premiers mois d'application, mais on y travaille, et on y travaille notamment en mettant en place un nouveau circuit de remboursement. Je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué ici, mais on a aujourd'hui un circuit qui passe par plusieurs étapes. La demande est instruite à la DSF, elle est transmise à la DBAF qui mandate le paiement auprès du payeur. Et ce circuit peut effectivement donner des délais assez longs de remboursement. L'idée est de changer ce circuit et de donner au receveur des impôts la possibilité de payer sur sa caisse le montant des remboursements et de ne reverser dans les caisses de la Calédonie que le montant net de la taxe, ce qui d'ailleurs est, à mon sens, plus prudent en termes de gestion budgétaire. Donc voilà, encore une évolution assez significative. J'en viens maintenant, toujours en matière de droit à déduction, à des mesures un peu plus rituelles pour la première, puisque depuis l'origine, on soutenait la mise en place de cette exclusion de droit à déduction, un peu plus novatrice pour la deuxième, on va y revenir. Donc la première, ça consiste à exclure du droit à déduction les voitures particulières dont le montant est supérieur à 3 millions de francs. Ce sont ces mêmes véhicules qui, aujourd'hui, font l'objet d'une limitation de la déduction de l'amortissement. Et donc ces véhicules-là, on va réputer qu'en raison de leur coût et de leur prix et de leur caractère un peu somptuaire, constituent des véhicules qui ont plus vocation à être utilisés à des fins privatives qu'à des fins professionnelles. Et de fait, on va exclure du droit à déduction ces véhicules. Voilà, de manière assez catégorique, on va dire. Ce qui veut dire qu'en dessous de ce seuil de 3 millions de francs, alors c'est un seuil de 3 millions hors taxe, nécessairement, pour que ça ait du sens. En dessous de ce seuil, on va rester avec une déduction totale, mais on va garder la difficulté qu'on avait identifiée initialement, c'est que la partie d'utilisation privative du véhicule devra faire l'objet d'une prestation de service à soi-même de manière annuelle et liquidée sur la base de l'avantage en nature qui est retiré de l'utilisation privative d'un véhicule professionnel.
Donc voilà pour cette première exclusion. J'en viens maintenant à la deuxième, dont on a pas mal parlé ces derniers jours, puisqu'elle a été adoptée par voie d'amendement en séance publique la semaine dernière, et elle concerne les biens qui sont importés et qui vont être mis en œuvre par un assujetti pour les besoins de ces opérations ouvrant droit à déduction lorsque des biens importés sont en concurrence avec des biens produits localement. Alors, besoin d'un petit retour en arrière sur les raisons de cette évolution. Je vous rappelle qu'on a, dans les objectifs originels de cette réforme, trois grands objectifs, dont l'un est le maintien de la production, maintien de la compétitivité relative de la production locale. Et donc, sur la base de cet objectif-là, on avait mis en place un taux réduit pour les produits locaux, indépendamment de leur nature. Donc ça, c'était la première étape. On avait également vocation à travailler pendant ces nombreux mois derrière nous maintenant à des mesures d'accompagnement de l'industrie qui n'ont pas pu être finalisées. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec le passage à taux plein et un risque de déstabilisation de cet équilibre actuel entre l'industrie locale et les biens importés, puisque en matière dans les relations B2B, donc entre entreprises, la neutralité de l'impôt banalise d'une certaine manière le bien qui va être acheté par l'entreprise, puisque le bien qui va être acheté par l'entreprise va être grevé d'une taxe qui va être déductible, et donc que cette taxe soit de 3% parce que c'est un produit local ou de 22% parce que c'est un produit importé, en définitive, n'est pas déterminant dans le choix que peut faire l'entreprise lorsqu'elle achète ses biens. Et donc, pour accéder et reconstituer d'une certaine manière dans les relations entre entreprises, puisque dans les relations vis-à-vis des consommateurs finaux, on dit les deux, je crois, l'avantage compétitif est maintenu. Eh bien, dans les relations entre entreprises, on a introduit cette disposition qui permet donc d'exclure certains biens. Alors, ne me demandez pas la liste aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas. On va vite l'établir manifestement, puisque je cru comprendre que certains étaient très, très préoccupés par ce qui figurait dessus. Certains ayant peur de ce qui figurera dessus, d'autres étant plus volontaires à y faire figurer de nombreux biens. Donc, vraisemblablement que la vérité sera entre les deux. Cette mesure a une vocation temporaire, puisqu'elle est prévue pour une durée de 36 mois. C'est le temps qu'on se donne, enfin, je dis on, c'est un on non inclusif, puisque moi, dans 3 ans, je serai loin d'ici, vraisemblablement. Mais c'est le temps que se donnent les pouvoirs publics pour mettre en place les mesures de protection qui pourront prendre le relais de cette disposition à terme. Sachant que dans son discours introductif, le président du gouvernement, mercredi dernier, a fait part de sa volonté affichée de mettre en place d'ici à la fin de l'année une délibération cadre dans laquelle s'inscrirait la réforme des protections de marché qui pourrait être effectivement un levier pour rétablir par d'autres moyens que la TGC cet équilibre. Et donc, si jamais, à si court terme, on trouvait des mesures qui sont de nature à rassurer tous les opérateurs en cause, eh bien peut-être que cette mesure-là n'a pas vocation à perdurer, y compris jusqu'à la fin de ce délai de 36 mois, mais ça, bien malin qui pourra le dire aujourd'hui. Donc voilà, en gros, l'équilibre, enfin l'économie générale de cette mesure. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'exclusion, elle ne vaut pas lorsqu'on importe un bien et qu'on le revend. Elle vaut lorsqu'on prend ce bien pour les besoins d'une activité économique. C'est-à-dire que ça concernera également les producteurs locaux qui auront le choix entre un bien importé et un bien produit localement pour alimenter leur processus de transformation locale. Ça concernera également n'importe quelle entreprise qui sera en mesure de choisir entre un bien qui figurera sur cette liste et un bien importé en tant que bien mobilier d'investissement. Ça concernera enfin un bien qui pourra être mis en œuvre dans la production d'un service. Donc on voit qu'il y a quand même là un spectre assez large d'opérations visées, mais c'est seulement au moment où on affectera le bien à ces opérations-là que la question va se poser. C'est-à-dire que quand l'importateur va importer le bien, le revendre à un grossiste qui lui-même va le revendre à une entreprise, évidemment, sur les 2 premières opérations, il n'y a pas de raison objective de priver du droit à déduction l'opérateur, puisque ce n'est qu'au moment de la 3e opération définitive qu'on peut se poser la question. Sur les modalités d'application et de contrôle de cette mesure, je pense qu'il y a encore beaucoup à réfléchir et à travailler, mais comme on a beaucoup de capacités inventives, je suis sûr qu'on trouvera des solutions très opérationnelles. On a également ces
par là que j'en finirai pour la TGC en tant que telle, adapter les régimes d'imposition, notamment le régime de la franchise, qui est en fait un régime de non-imposition, en prenant en compte, c'était une revendication des petites entreprises, puisque pour elles, effectivement, on avait basé le seuil sur l'année civile. Ce n'est pas une période qui est assez pertinente pour elles, puisqu'en fait, elles travaillent à l'exercice, et donc on a adapté le dispositif en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice. Et on a également assoupli les règles de basculement, puisqu'on est désormais sur un basculement pour l'exercice qui suit, non pas au premier jour du mois qui suit le basculement, qui était une mesure un peu drastique et effectivement difficilement praticable par les petites entreprises. On a également instauré quelque chose qui, pour le coup, est plutôt dans le sens de l'administration, c'est l'irréversibilité en fait de ce franchissement de seuil. Je rappelle que pour qu'il soit franchi, il faut qu'il le soit 2 années d'affilée, sauf à être dès la première année très largement au-dessus du seuil. Donc il y a ce double seuil. Donc lorsqu'on a franchi ce double seuil, effectivement, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas revenir en arrière. Alors tout ça a des raisons objectives. La première, c'est que il s'agit normalement, quand on a dépassé 2 années d'affilée, d'un accroissement structurel de l'activité qui justifie qu'on reste dans le régime réel. Mais il y a également un autre aspect, c'est que lorsqu'on a basculé dans le régime réel, on a pu exercer ses droits à déduction. Et si on revient en dessous du seuil de la franchise, eh bien, on doit normalement opérer les régularisations de ces droits à déduction. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, en laissant... Et puis, il faut aussi savoir que quand on a franchi le seuil, normalement, on a mis en place les process qui permettent de déclarer la taxe. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail, il n'y a pas de raison de perdre le bénéfice de ce travail en revenant au régime de la franchise. Donc voilà, c'est toutes les raisons qui justifient cette irréversibilité du franchissement du seuil. C'est vrai qu'il y a, en matière de fiscalité, en y pensant, il y a beaucoup de choses irréversibles lorsqu'on dépasse certaines lignes, effectivement. Pour les déclarations mensuelles, on a également pris en compte le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice, le seuil de 200 millions. Et on a indiqué que c'est un ajustement qui était demandé aussi, que le dépôt soit trimestriel jusqu'à la fin de l'exercice et que la cadence mensuelle ne soit mise en œuvre qu'à partir de l'exercice suivant. Et là, encore une fois, pour des raisons qui tiennent à la gestion des dossiers professionnels, on a mis en place l'irréversibilité de ce basculement à une cadence mensuelle. J'en ai fini avec les ajustements en matière de TGC. Juste 2 mots de l'élargissement du périmètre de la TOF, donc la taxe sur les opérations financières. Si on regarde la situation des établissements financiers aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont soumis à la fois à la taxe sur les opérations financières pour leurs opérations de financement essentiellement, mais à la TSS pour leurs opérations de guichet qui sont payées par des commissions et par contre sont exonérés sur la totalité de leurs opérations en matière de TGC. Ça fait partie des choix de départ, puisque les établissements financiers ne souhaitaient pas avoir le statut de redevable partiel, comme en métropole, avec tout ce que ça comporte comme difficulté de gestion. Et donc, on a tiré les enseignements de tout ça. Demain, la TSS est supprimée, et de fait, c'est plus vrai en matière fiscale que même dans les sciences les plus dures, la nature a horreur du vide, et donc supprimer un impôt et laisser des opérations intaxées était quelque chose d'absolument insupportable. Et donc, on a élargi le périmètre de la TOF pour couvrir les opérations qui ne seront plus soumises à la TSS, qui désormais seront donc soumises à la TOF. Et mécaniquement, leur soumission à la TOF les privera de TGC sans qu'il soit nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle on a supprimé l'exonération qui existait spécifiquement pour les activités bancaires et financières. Donc, désormais, tout est à la TOF, avec un principe directeur, puisqu'on a travaillé avec les représentants du secteur bancaire à ces questions qui sont assez techniques. Le principe directeur, c'est que les opérations qui sont soumises à la TOF sont celles qui sont dirigées vers la clientèle et ce qui postule une exonération de toutes les opérations qui sont réalisées entre établissements financiers ou sur les marchés financiers pour le refinancement notamment, de manière à éviter d'avoir à taxer 2 fois en définitive les mêmes flux financiers, ce qui là pour le coup aurait un impact pour le moins catastrophique sur le secteur. Donc voilà, en gros, la philosophie générale de cette évolution. J'en finirai pour les aménagements, le texte sur les aménagements, par la fin programmée de la TSS. Alors vous savez que c'est une fin qui n'en est pas une en définitive, puisque la TSS est maintenue pour 3 opérateurs, les 3 opérateurs stabilisés, qui bénéficient d'un régime de stabilisation fiscale, les opérateurs métallurgiques,
qui vont continuer à payer la TSS sur le même périmètre que ce qu'ils payent aujourd'hui, en auto-liquidant cet impôt. Et donc, les fournisseurs n'auront plus rien à faire. C'est à eux qu'il incombera de payer la TSS selon ces modalités-là. Et pour le reste des redevables, c'est-à-dire la très très grande majorité des redevables, la TSS est supprimée donc, à partir du 1er octobre, ce qui veut dire qu'il y a matière à solder les comptes en matière de TSS. Et on va le faire en déposant une déclaration qui interviendra au 30 novembre 2018, quel que soit le régime dans lequel on se place, que ce soit le régime réel avec une déclaration trimestrielle ou que ce soit le régime forfaitaire avec une déclaration annuelle. Donc voilà, au 30 novembre 2018 et non pas au 30 septembre 2018, comme indiqué sur cette slide maladroitement, nous devons être en mesure de régulariser et terminer les obligations en matière de TSS. Alors, on nous a fait valoir également qu'il arrivait assez fréquemment que des factures arrivent très en retard et qu'elles doivent faire l'objet d'une autoliquidation de la TSS. Et donc, dans ces cas de figure-là, on a introduit par voie d'amendement un petit aménagement à cette règle qui permet de déclarer de manière trimestrielle, lorsque ça sera nécessaire, les opérations concernées, et ce qui permettra également d'imputer, le cas échéant, les avoirs qui pourraient être consentis au-delà de cette date. Donc voilà, il y a la possibilité de manière très ponctuelle de déposer de manière trimestrielle une déclaration de TSS au-delà de ces échéances pour régulariser et solder les opérations. J'en viens enfin, et ce sera rapide, parce que j'ai déjà été trop long, à ce qui concerne les taux de TGC. Donc la surprise, c'est qu'il n'y en a pas de surprise, puisqu'il y a eu à peu près tout et son contraire qui a circulé. Et c'est vrai qu'on a mis en cause cette structure de taux à 4 taux. Je rappelle qu'elle est un peu complexe, mais elle a été maintenue. On a souvent évoqué la suppression du taux spécifique, qui avait été rajouté au dernier moment pour les opérations immobilières et pour les prestations de services. En définitive, on n'en a rien fait. Et donc, on a gardé cette structure de taux. Et ce sont ces taux qui vont désormais être gravés dans le marbre du Code des impôts par la délibération 343 du 22 août, donc celle qui a été adoptée mercredi dernier et qui a vocation à entrer en vigueur pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre. On a également dans cette délibération posé un principe qui est l'exclusion. Alors vous savez que la délibération pose le principe d'une application du taux réduit aux produits locaux, quelle que soit leur nature. Eh bien, il y a une nature de produit qui désormais ne fait plus partie de ce périmètre d'opération qui sont les boissons produites localement. Je ne vais pas trouver le mot, mais donc c'est les boissons produites localement, à l'exception des boissons alcoolisées qui ont fait l'objet, chacun a pu le constater au cours des derniers mois, d'un alourdissement assez significatif de la fiscalité via la TT3S. Et donc l'idée, c'était de ne pas mettre à contribution un peu plus encore les alcools, les boissons alcoolisées. Mais par contre, les boissons, donc là on va viser essentiellement les boissons sucrées et édulcorées, produites sur le territoire, ne bénéficient plus du taux réduit, ne sont plus éligibles du taux réduit sur le fondement de la production locale. Et on va voir que dans l'arrêté qui sera soumis la semaine prochaine à l'approbation du gouvernement, arrêté qui va consolider dans un seul et même texte la totalité des dispositions en matière de taux. Je crois que c'est important puisque c'est un arrêté qui va être assez volumineux. C'est important qu'on puisse retrouver sous le même document la totalité des dispositions relatives au taux. Donc on va procéder par modification du taux de l'arrêté de 2017. On va le compléter. Cet arrêté va nécessairement faire l'objet d'une déclinaison dans le tarif douanier. Ça va être normalement le même jour, mardi prochain, que l'arrêté douanier doit être pris. Et donc chacune des évolutions que je vais vous présenter là trouvera sa traduction dans le tarif douanier, de manière à ce que les importateurs puissent rapidement avoir l'information du taux qui va être applicable aux biens qu'ils importent. Cet arrêté va comprendre donc d'autres éléments. La liste des biens alimentaires de première nécessité soumis au taux zéro, c'est déjà le cas. La liste des activités éligibles au taux réduit, donc production locale, vous aurez compris, à l'exclusion désormais des boissons, production de boissons. Il y aura également la liste des biens et appareils pour handicapés qui avait fait l'objet d'un arrêté séparé et qui est donc consolidé au sein de ce nouvel arrêté.
Et puis la liste des boissons locales exclues du taux réduit, comme je l'indiquais, ce sont les boissons sucrées et édulcorées pour l'essentiel. Une fois qu'on a dit ça, reste à expliquer, et vous voyez, ça tient sur une seule slide. On aurait pu imaginer que ça soit un bouleversement un peu plus significatif de la structure des opérations, et en fait, c'est pas le cas. Donc on a le principe du maintien du taux spécifique pour les ventes immobilières et les services. Je vous rappelle que c'était l'élément qui avait fait le plus débat sur l'opportunité et la modification de la structure des taux. On a gardé cette structure à 4 taux et on a gardé un taux spécifique qui a vocation à être le taux de droit commun d'une certaine manière pour les services. On a donc une augmentation pour les boissons locales qui sont exclues du taux réduit et basculées au taux supérieur, y compris lorsqu'elles seront fournies à l'occasion d'un service de restauration. Ça, c'est une précision importante. De la même manière que les boissons alcoolisées seront soumises à ce taux supérieur lors d'un service de restauration. Et puis, on a en face de cette augmentation-là des diminutions de taux. Une qui est assez significative, qui consiste à baisser le taux des produits alimentaires qui jusqu'alors étaient soumis au taux normal, au taux réduit. Donc là, l'objectif affiché de la mesure est de réduire le prix du panier de course de la ménagère, comme on dit. Alors, sous réserve évidemment de quelques exceptions symboliques. Le foie gras n'a pas survécu à cette... Voilà, les escargots non plus, le caviar non plus. Donc, il y aura, pour certains biens qui sont jugés un peu somptuaires, un basculement au taux supérieur. Mais c'est assez anecdotique, en définitive, et très symbolique. On va également procéder à une réduction du taux applicable en matière d'hébergement hôtelier, puisque, là, encore une fois, dans la perspective du développement de l'activité touristique, il a paru pertinent de donner un coup de pouce à l'exploitation hôtelière. Et donc, l'hébergement seulement va être soumis à taux réduit, là où la restauration restera à taux spécifique. Ce qui veut dire que, de la même manière que ça existait en France il y a encore quelques années, avant que le taux réduit sur la restauration ne soit mis en place, nous avons proposé une règle forfaitaire de ventilation entre la restauration et l'hébergement lorsque les deux sont fournis pour un prix forfaitaire. Et puis, on a également une baisse du taux sur les verres correcteurs, qui jusqu'alors ne faisaient pas l'objet de dispositions particulières et donc étaient soumis au taux normal. Et donc les verres correcteurs sont désormais soumis au taux réduit, mais en contrepartie, les montures et les lunettes de soleil passent au taux supérieur, et normalement les choses doivent à peu près s'équilibrer par rapport à la situation actuelle. Et puis, je finirai par l'avant-dernier point qui est promis à un grand avenir, qui est le ciblage des matières premières qui rentrent en œuvre dans un processus de transformation locale, puisque c'est un des effets collatéraux du taux réduit sur ces productions. Évidemment, lorsque les matières premières importées sont soumises à un taux supérieur, eh bien, on a un risque de crédit structurel. Et comme j'indiquais tout à l'heure, notre volonté, c'est de réduire les risques de trésorerie pesant sur les entreprises ayant un crédit structurel. Et donc, tout ceci s'inscrit dans cette mouvance. Donc, on a aujourd'hui identifié quelques biens. Alors, évidemment, il s'agit d'identifier des biens qui ne servent que de manière exclusive de matières premières à un processus de production. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre à taux réduit de la taxe un bien qui aurait vocation à être consommé directement et qui est importé et serait concurrent d'un produit local. Donc vous voyez que ce type de mesure est à rapprocher de l'exclusion du droit à déduction dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'elle poursuit une vocation assez similaire. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à vos dispositions pour y répondre. Lionel, si j'ai bien compris, pour la restauration, il n'y aura plus de différenciation entre les livraisons de biens et les prestations de services, mais tout sera taxé en prestations de services au taux spécifique de 6%. Absolument. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, tu viens de me le rappeler. Il y a une simplification qui est opérée entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, puisqu'on a élargi le bénéfice du taux spécifique aux livraisons de biens prêts à consommer. C'est-à-dire qu'en gros, la restauration à emporter sera soumise au même taux que la restauration sur place,
avec cette précision tout de même que, comme je l'indiquais là, les boissons alcoolisées restent pour le coup soumises au taux de 22%, et les boissons sucrées le seront également. Donc il y aura à distinguer malgré tout, au sein de cet océan de taux spécifiques, un îlot de taux supérieur, mais plus de différenciation à opérer comme on le faisait jusqu'à présent, par nature de produit dans les ventes à emporter. Donc une simplification malgré tout. Merci. Bonsoir. Une question relative à la suppression de l'option sur les débits. Pour les entreprises qui auraient opté sur les débits pendant la marche à blanc, donc si je comprends bien, il n'y aura plus cette option une fois que les taux seront passés à taux plein. Mais qu'est-ce qui se passe sur les factures qui n'ont pas été encaissées au 30 septembre? Très bonne question. Il se passe que, généralement en matière fiscale, on applique la règle qui est applicable au moment du fait générateur. Et donc nécessairement, si votre opération a été facturée et n'a pas encore fait l'objet d'un paiement, c'est que le fait générateur était antérieur au 30 septembre. Et donc la règle de l'encaissement reste valable. Et là, on est sur des sommes de taux marginaux, de fait. Et il y aura d'ailleurs à cet égard une case spécifique de la déclaration définitive sur laquelle on pourra reporter ces opérations de manière à les distinguer de celles qui sont soumises au taux plein de la taxe. Et donc, c'est bien le taux marginal qui s'appliquera au moment de l'encaissement de la facture. Oui, bonsoir. Je me posais la question en fait concernant le remboursement des taxes à l'importation pour les SNC qui sont pour les SNC des sociétés en non collectif. Oui. Donc qui font partie de groupes notamment. Est-ce que ça a été prévu ou pas? Alors oui, il y a eu un amendement qui a été adopté, puisque effectivement c'était pas prévu initialement. J'imagine que vous parlez de la possibilité pour l'associé d'une société en non collectif, par exemple, qui n'aurait pas opté à l'IS, de pouvoir imputer le montant, la quote-part du crédit d'impôt qui lui revient à raison de ses droits dans la société. Ça doit être de ça dont on parle, je pense. Oui, donc on a une société... Parce que si c'est pas de ça, c'est pas ça qui est prévu, donc ça va pas. Il y a un problème. Mais normalement, on doit parler de ça. Et donc, on a prévu un amendement, effectivement, pour autoriser, en quelque sorte, la remontée du crédit d'impôt entre les mains de la personne associée, qui, elle, relève de l'IS ou de l'IR. Oui, voilà. Okay. Et j'avais une autre question aussi concernant les marchés, en fait, tout ce qui était marché en cours avec les collectivités ou le gouvernement, je dirais, et l'impact donc du passage de la TGC sur les marchés. Alors l'impact, il est assez prévisible, j'ai envie de dire. Ça fait quand même quelques 18 mois qu'on est dans la marche à blanc. On savait qu'il y aurait des taux supérieurs. Donc normalement, il y a des dispositions qui sont prévues dans les marchés. J'en avais discuté avec, par exemple, la direction des achats du patrimoine et des moyens. Normalement, il y a des mesures qui ont été prises dans les marchés. Et on doit faire le point la semaine prochaine sur ces questions. Je pense qu'il y aura une note qui sera... publié avec une marche à suivre. Et voilà. Alors, en gros, il y a des dispositions qui prévoient que les tarifs qui sont prévus sont hors taxe, hors TGC, c'est prévu par la loi. Et donc la TGC a vocation à s'appliquer en dessus. Néanmoins, s'il y a des dispositions particulières dans le marché, on peut prévoir d'autres dispositions que celles-là. C'était ce à quoi j'avais encouragé la DAPM à l'époque, lorsqu'on avait parlé de ces sujets qu'on doit réévoquer la semaine prochaine. Donc après, il y a une multitude de cas possibles. Donc je ne sais pas si vous faites allusion à une situation en particulier ou pas. Non, en général, en fait. Hein, en général, il y aura une note qui traitera des cas particuliers, okay. Normalement. Merci. Plus de questions? Je savais que cet inventaire allait être fatal. Ah non. Bonsoir. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont assujetties et d'autres qui ne le sont pas. Oui. Quand une personne qui est non assujettie vient dans la société, il est censé apporter une attestation pour pouvoir justifier le fait qu'il soit assujetti ou pas, pour qu'on puisse lui facturer de la TGC ou pas. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça doit fonctionner. Je ne sais pas à quelle situation particulière vous faites allusion, mais normalement, une personne non assujettie, elle est dans la même situation qu'un particulier, c'est-à-dire qu'en gros, elle va supporter la taxe parce qu'elle ne peut pas la déduire. Un agriculteur, par exemple. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est différent. L'agriculteur est assujetti. Petite nuance sémantique, mais l'agriculteur est assujetti, mais bénéficie, dans certaines hypothèses, lorsqu'il relève d'un régime forfaitaire, par exemple, et qu'il est à jour, j'insiste bien sur ce point, de ses déclarations de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires en matière d'impôt direct, il est éligible à une procédure qu'on appelle la procédure d'achat en franchise
pour les agriculteurs forfaitaires, qui figurent, pour ne rien vous cacher, sur la liste des évolutions que j'aurais aimé voir produites, mais qui n'ont pas été retenues, hélas. Et donc, pour cette population-là, à partir du moment où il est éligible, effectivement, il doit, lorsqu'il veut bénéficier de cette franchise, transmettre à son fournisseur ou à son prestataire une attestation d'achat en franchise. Voilà. Et sur la base de cette attestation, vous allez facturer sans taxe cet agriculteur. Vous allez conserver précieusement l'attestation avec toutes les mentions qui vont bien, notamment l'engagement qu'il prend d'être redevable de la taxe pour le cas où il aurait acheté un bien ou un service pour lequel il n'a pas l'utilité dans le cadre de son activité agricole. C'est pas vous qui serez responsable de ce forfait, mais bien lui qu'on irait rechercher. Voilà. Donc il y a effectivement cette population-là qui a vocation à vous délivrer des attestations d'achat en franchise au même titre que le pourraient les mineurs ou les métallurgistes. Est-ce que c'est individuel par achat ou bien ça peut être global? C'est normalement individuel par achat. Donc à chaque fois qu'il vient, il est censé amener une attestation. C'est ça. Alors il y a une modalité qui a été prévue pour les mineurs. Je ne pense pas que les agriculteurs forfaitaires fonctionnent avec des bons de commande. J'ai peu de chances que ce soit le cas. Mais pour l'industrie de la mine, il est prévu que les bons de commande, qui sont assez systématiques, comportent des mentions qui valent attestation. C'est peut-être un moyen d'encourager les agriculteurs forfaitaires à développer la pratique du bon de commande. Sans quoi, ils sont redevables normalement d'une attestation par opération. Bonsoir. J'ai une question peut-être un peu plus simple. Dans le cadre d'une boutique de prêt-à-porter, par exemple, si une personne vient acheter un produit le 30 septembre et qu'elle me le ramène le 15 octobre, comment ça fonctionne pour l'avoir ? C'est une bonne question, ça, parce qu'en vérité, votre bien, le 30 septembre, il n'est plus dans votre stock, et donc il n'a pas été calculé, il n'a pas été pris en compte dans le remboursement qui vous est dû. Donc il ne peut pas faire l'objet d'un désarmement de taxes. C'est effectivement complexe, j'en conviens. Mais ça n'arrivera pas. Je suis sûr que vous en êtes des trucs qu'on n'échange jamais. Non, mais c'est effectivement, blague à part, une question intéressante. Je ne sais pas y répondre comme ça, là, maintenant, mais il faudra y apporter une réponse. Je la note précieusement et je vous remercie de l'avoir posée. Oui, bonsoir Lionel. Bonsoir. Je reviens sur le principe de la déduction de la base de taxation des impôts qui sont en relation directe avec l'opération. Oui. Donc je suppose que ça concerne notamment la TCPPL ou la TSPA. Absolument. Pour le rang 1, je comprends bien, ça c'est facile puisque la taxation de la TGC sera faite par les services des douanes. Par contre, pour le rang 2, comment est-ce que le rang 2 prend connaissance du montant de la TCPPL ? Une fois que les taxes ont été incluses dans la valeur en douane qui est taxée, enfin il y a la valeur en douane, il y a les taxes qui sont calculées sur cette valeur en douane, et après on assoit la TGC sur cette valeur TTC d'une certaine façon. Une fois que le bien est vendu par l'importateur à un détaillant ou un grossiste, les taxes elles sont incluses dans le prix de revient et il n'y a plus de différenciation à opérer. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Donc on a effectivement de la TGC sur de la TCPPL. Il y a toujours, absolument. Toutes les taxes à l'importation aujourd'hui, la TGC s'applique en bout de course à l'importation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur CAF est déterminée, la TGI, TBI, TP s'applique. En plus, la TCPPL s'il y a lieu, ou maintenant la TTE, ou que sais-je. Et on fait masse de toutes ces taxes, et après on applique la TGC sur ces taxes-là. Sur la valeur taxe à l'importation comprise. En définitive, on dit, oui, mais on taxe des taxes. Mais en définitive, ce qu'on taxe, ce n'est pas des taxes. On taxe un prix. Et ce prix, il se trouve qu'il est effectivement composé en partie de taxes. Et sur certains biens, le montant des taxes est plutôt important, effectivement. Ça pose évidemment une difficulté sur les produits qui subissent de la TCPPL et de la TGC à 22%, où on a effectivement un effet inflationniste très important, quoi. C'est un fait. Mais aujourd'hui, un bien qui supporte de la TCPPL et qui est soumis au taux supérieur de la TGC supporte nécessairement de la TGI, de la TBI et de la TP qui vont être désarmés au profit de la TGC. Et donc, normalement, les choses doivent à peu près s'équilibrer. Normalement. On verra. On verra, oui.
Ah, une question au fond avant, alors. Bonsoir. Bonsoir. Concernant le remboursement des taxes, tout à l'heure, vous avez dit que tous les produits qui n'étaient pas qui n'avaient pas de TGI, oui, d'accord, ne pouvaient pas être reportés dans le stock éligible. C'est ça. Donc, mais pourtant, sur ces produits, nous avons payé de la TB, de la TBI, TP, TBI, etc. Absolument. Donc, il n'y a pas de remboursement, puisqu'ils n'ont pas été soumis à la TGI. Vous avez bien compris ce que j'ai dit, et je vais développer un peu. En fait, l'impact inflationniste majeur qu'on peut redouter, il vient de la TGI. La TGI est l'impôt qui a le rendement le plus important. Et donc, ça veut dire qu'on assume qu'à hauteur des 6% de TBI et TP, il y ait une augmentation limitée du prix de vente de ces biens-là, parce qu'on considère que le risque mécanique inflationniste ne se situe pas là. Et puis, il y a une autre impossibilité qui résulte un peu de l'économie générale du dispositif de remboursement. Au deuxième rang, comme je l'ai indiqué, on détermine le taux de remboursement par rapport au taux moyen de taxation à l'importation. Nécessairement, quand on va avoir un bien qui, admettons, a été soumis à une TGI, une TBI, une TP de 6%, et qui se trouve soumis à une TGSC de, on va dire, 11%, par exemple, que sais-je, il va générer un droit à remboursement qui va être de l'ordre de 10% de sa valeur chez le détaillant, alors qu'il n'aura été exposé qu'à 6% sur sa valeur CAF à l'entrée. Et donc, on va nécessairement avoir un problème de surcompensation chez les détaillants. C'est la raison pour laquelle il y a ces deux raisons-là, en fait, qui justifient qu'on exclue les biens exonérés de TGI. Mais il y en a assez peu. Après, il y a la question des matières premières. Là, c'est différent parce qu'on sait exactement les cibler. Et elles vont faire l'objet d'un remboursement forfaitaire, mais seulement chez le producteur local qui les a en stock et qui les a importés directement, à hauteur d'un taux forfaitaire de 5,65 ou quelque chose comme ça. Mais pour les biens qui sont revendus en l'état, je pense notamment, il y a un exemple très simple d'exonération de TGI, il y en a même plusieurs. Il y a le carburant et il y a les médicaments. Les médicaments remboursés par la CAFAD sont exonérés de TGI, sont soumis à TBI et TP et ne seront pas éligibles au remboursement des taxes à l'importation. Et dernière question, toutes les pièces destinées au SAV seront éligibles dans le stock? Le SAV. Alors, normalement, comme je l'ai rappelé, il y a ce qui tracera la ligne de partage qui peut apparaître arbitraire, c'est le code NAF. Donc si, dans le cadre d'un service après-vente, on fait du service de réparation, par exemple, ce que je comprends être le cas, on est normalement dans un code NAF qui n'est pas celui du commerce, et donc on n'est pas éligible. Bonsoir. Une société qui dépassait le seuil en 2015-2016, qui a été assujettie directement pendant la marge à blanc à la TGC, et qui, pendant cette marge à blanc, par des facteurs un peu extérieurs à la société, cette société voit son chiffre d'affaires baisser vraiment avec une perte très importante, et qui aujourd'hui est tout à fait en dessous du seuil. Est-ce qu'il y a possibilité pour ces sociétés de faire marche arrière et ne pas opter pour la TGC à la mise en place au 1er octobre? Normalement, non. Normalement, non. Si vous avez déclaré de la TGC pendant la période de marche à blanc, je comprends? Tout à fait. Ouais. Normalement, non. Le franchissement est irréversible. Oui. Alors moi, je vais vous donner mon cas. J'ai été impacté par le Néobus. D'une surface de 440 mètres carrés, je me vois déplacer ma société sur une surface de 100 mètres carrés. Et il est vrai que le chiffre d'affaires n'est plus le même, quoi. Je comprends tout à fait. Mais c'est une situation qui a vocation à être transitoire, je comprends. Puisque le bus, il a vocation un jour à circuler et à plus... Enfin, je ne sais pas comment... Transitoire, vous ne dégagez pas un chiffre d'affaires dans 100 mètres carrés comme vous le dégagez dans 440 mètres carrés. Donc la transition, elle est déjà finie, quoi. D'accord, ok. C'est un cas un peu particulier et marginal, j'ai envie de dire. Les textes prévoient pas ce genre de configuration-là, quoi.
Donc a priori, il n'y a pas de... Et pourtant, on est toujours dans la marge à blanc. Donc chacun, aussi bien les impôts que les services fiscaux testaient, jouaient au poker pour voir ce que ça pouvait rapporter. J'espère que c'est plus qu'une partie de poker. Oui, mais bon, voilà. Et comme je vous disais, c'est un facteur extérieur. Le nez au bus, quoi. Donc cette société-là n'a rien demandé, hein, elle a subi, quoi. J'ai bien compris. Je vous invite à écrire aux services fiscaux. On verra comment on peut, le cas échéant, aménager les obligations. Mais normalement, les textes ne permettent pas ce genre de traitement de situation, quoi. Entendu. Merci. Oui, c'était juste pour préciser. Donc, du coup, normalement, la participation, l'éco-participation continuera à être taxée? Alors, l'éco-participation n'est pas taxée. DAO. Elle est comprise dans le prix des biens qui la comporte à l'occasion de la vente, lorsqu'elle est collectée à l'occasion de la vente, en fait. Mais elle n'est pas exclue elle peut pas être exclue de la base d'imposition. C'est un élément du prix d'imposition de la base d'imposition. Donc elle continuera, comme elle l'est aujourd'hui, à être dans la base d'imposition. En fait, la mention de cette éco-participation n'a une vocation qu'informative pour le consommateur. C'est-à-dire qu'en gros, quand il achète son frigidaire, il sait qu'il paye 1000 balles pour recycler le frigo une fois qu'il en aura fini avec lui. C'est juste de l'information. Et la loi prévoit cette information pour ses vertus pédagogiques. Mais ça ne meurt pas moins un élément du prix du frigo. Donc c'est bien dans la base d'imposition. D'accord. Et juste une deuxième question. La communication des taux forfaitaires pour le rang 1, ça se fera sous forme de courrier ou est-ce que ce se fera plutôt en ligne quand la personne va s'identifier sur le site de la DSF? Est-ce qu'elle pourra avoir J'aimerais bien qu'on puisse s'identifier sur le site de la DSF, qu'on puisse avoir des déclarations dématérialisées, etc. Mais on n'en est pas là, en fait. On a fini le texte a été voté le 22 août, il n'est pas publié, et l'intégration de ce genre de choses dans un système d'information doit nécessiter quelques mois de développement que, hélas, nous n'avons plus devant nous. Donc on va faire très artisanal, en fait. Donc en gros, moi, je recueille aujourd'hui par mail les demandes d'options pour le régime forfaitaire. Je les mets dans un fichier, voilà. Et puis une fois que la loi sera promulguée, j'ai tous les taux forfaitaires, donc je les communiquerai de la même manière, par retour de mail ou par courrier à l'entête de l'ARTI à destination des personnes éligibles. Mais on n'a pas de process intégré. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on aurait dû développer pour une opération très ponctuelle, en définitive. Donc il y aura pas ce genre de choses, hélas. J'ai noté dans la présentation qu'il pouvait y avoir des services soumis au taux supérieur. Oui. Il s'agit de quoi en particulier? C'est très très rare. Ça va viser les locations de biens, notamment avec option d'achat, les locations de longue durée et avec option d'achat de biens dont la livraison est elle-même soumise à taux supérieur. En gros, l'idée, c'est, comme on l'avait fait initialement pour les véhicules, c'est d'éviter qu'il y ait une disparité de traitement entre l'acquisition directe et l'acquisition par un financement tiers. Voilà, en gros, c'est juste ça. Donc, je ne peux pas répondre de manière systématique, mais il y aura effectivement des locations de biens dont l'acquisition est soumise à taux supérieur. Des voitures, par exemple. Okay, merci. Plus de questions? Ok, bien. Je vous souhaite une bonne soirée alors. Merci.